tu vois, là, elle est heureuse, là. Quand je vois cette photo, je l'entends rire, en fait. Tiens, regarde son mariage. Ouais. En 2006, ma sœur a mis fin à ses jours. Elle avait 46 ans. Elle est gaie, là. Enfin, Oui, oui. vivante et bonne Ouais. vivante. Elle aimait boire, elle aimait manger, elle aimait échanger, elle aimait partager. Oui. Mais vous êtes belles, là, toutes les deux, hein? Ouais, c'est vrai. Quel âge j'en avais? 23? C'est ça. Regarde encore là. En se suicidant, elle est devenue pour moi un mystère. C'est avec sa meilleure amie que j'explore les souvenirs qu'il nous reste. Toutes les élèves de la classe, on l'a regardée, on était hyper admiratifs de ta sœur. Ah oui. Quand on parlait d'un projet de classe, tout le monde se tournait vers Gisèle, forcément. Ah ouais, Ah bah oui. c'est marrant. Ah bah oui. C'est ça. Elle est chouette, cette photo, hein? Ouais. Ouais. Je sais pas où c'était, mais... C'est impensable. Et ça t'a surprise, toi, qu'elle pose ce geste? Je pouvais même pas l'imaginer. Je pouvais même pas l'imaginer, si ce n'est qu'il y avait eu ces quelques phrases qu'elle m'avait dites quand j'étais passée la voir, où j'ai senti qu'il y avait une fissure, qu'il y avait qu'il y avait, oui, il y avait une fissure en elle, quelque chose qui était cassé. Mais c'est ce que j'avais pas compris, c'était que c'était perdu en elle, quoi. Ouais. Et quand tu regardes cette photo, à 14-15 ans, Tu peux pas imaginer quelqu'un qui avait tellement de projets, entre ses projets personnels avec ses enfants, tous les projets de voyage qu'elle avait, tout. Tu peux pas imaginer. si seulement on avait su, hein. Bon, savoir quoi? Savoir quoi, ça aurait changé quoi? Qu'est-ce que tu veux changer? Elle s'appelait Gisèle, mais pour tout le monde, c'était Titi. Elle était médecin, elle avait 5 enfants, et c'était ma grande sœur. Cette année-là, en 2006, elle a fait partie des 10 423 personnes qui se sont suicidées en France. Derrière cette statistique, il y a des familles, des proches, qui ont dû traverser l'enfer pour peu à peu revenir à la vie. Ce film est le fruit de 10 ans d'enquête, de questionnement, de rencontres, pour répondre à une question fondamentale: comment peut-on retrouver le goût de la vie après un tel cataclysme? Tiens, il y a Alice qui arrive. Mais qu'est-ce que tu as dans ton dos? C'est ma maison. Bonjour. Bonjour, Catherine. Alice. Oh là là, t'as pas fait des batchs 4K? Salut. Pendant plusieurs mois, j'ai interviewé des endeuillés aux 4 coins de la France. Bienvenue. Certains ont perdu un enfant, un frère ou un compagnon. Bonjour. Contente de vous voir. Pour certains, c'était il y a un peu plus d'1 an. Pour d'autres, c'était il y a 5 ou 10 ans. Nos Parisiens! Bienvenue, merci d'avoir apporté le soleil. Au fil des entretiens, j'ai eu envie de les réunir le temps d'un week-end. L'occasion pour eux de partager leur vécu. Ouais. Donc l'idée, si vous voulez, après votre café, c'est que on vous montre vos chambres. Et puis après, c'est les garçons qui vont se mettre au travail pour faire le barbecue. Pendant que nous, on profitera de l'apéritif. C'est bon programme, ça, le matin me plaît bien. Pourquoi pas au feu de bois, à faire du feu avec les... Ah oui, c'est un peu... vous voulez. Si chaque deuil est unique, il est possible d'établir des passerelles entre nos histoires. De la culpabilité à la colère, en passant par les questionnements obsessionnels, il y a bien des étapes avant d'entrevoir à nouveau la lumière. Au départ, chacune de nos histoires a commencé de la même manière, par un tremblement de terre effroyable, le jour où tout bascule, le jour où tout s'écroule.
comme pour Elisabeth et Eric, parents de 4 enfants. Il y a 7 ans, ils ont perdu leur fille, Camille. Quelques heures avant de mourir, elle m'avait dit, on avait parlé d'une de ses amies qui devait déménager l'an prochain. Elle était très attachée, cette amie. Et puis Camille avait pour projet de partir 1 an aux États-Unis. Et puis elle m'avait dit, si j'y arrive pas à partir aux États-Unis, voilà, si mon ami s'en va, j'ai plus qu'à me suicider. Et moi, je dis, Camille, écoute, tu rigoles, quoi. Et vraiment, j'ai pris ça, pas à la rigolade, mais le suicide, autant on parlait de tout dans la famille, autant le suicide, on n'en parlait pas non pas parce que c'était tabou, mais parce qu'il n'y avait pas de raison d'en parler. On n'était pas touchés, c'était des gens en détresse qui se suicidaient. Voilà comment je voyais les choses. Camille avait 15 ans. Elle était la 2e enfant d'une fratrie de 4. Elle aimait la musique et jouait de la flûte traversière. Elle adorait le ski, le roller et le patinage. Joyeuse, c'était une jeune fille souriante, mais aussi secrète à ses heures. Son suicide, il y a 7 ans, a pris tout le monde par surprise. Je dis à sa petite sœur de 4 ans, va un peu réveiller Camille, elle doit avoir du mal à se réveiller ce matin. Et puis Colline y va, et puis elle revient, me dit non, Camille, elle n'est pas là. Je vais quand même dans la chambre de Camille pour voir. Puis là, je vois son sac de classe, donc du coup, je me dis, ça, c'est pas très normal. Et puis, je téléphone à une grande amie avec qui on est très connectés, et elle me dit en rigolant, va voir dans son placard. Parce que 10 jours avant, Camille s'était cachée dans son placard, alors que je la cherchais partout dans la maison. Je dis arrête. Et puis, je retourne dans sa chambre, je vois ses lunettes sur son bureau. Du coup, je vais dans la salle de bain, elle avait des lentilles, et je vois les lentilles aussi. Et là mon cœur s'est commencé à battre, je me dis, qu'est-ce qui se passe ? J'ai un coup de fil ou des SMS d'Elisabeth me disant qu'on ne trouve pas Camille, qu'elle n'est pas dans sa chambre. Et je ne sais pas pourquoi, je me suis dit que je savais qu'il y avait quelque chose de très grave. Et puis ça a duré un quart d'heure, une demi-heure. Je me souviens parce que je préparais un entretien d'une personne avec qui je travaillais et j'arrivais pas à me concentrer. Et puis j'ouvre ce placard, je vois rien. Et puis je l'ouvre un peu plus parce que je sens que j'arrive pas. C'était un très très grand placard, j'arrive pas à faire coulisser le placard. Et puis là, je vois Camille. Voilà. Donc là, je vois Camille qui s'est pendue. Donc là, l'esprit on se déconnecte, quoi. C'est vraiment quelque chose. On perd pied. Donc là, c'est un hurlement que je serais incapable de refaire. Vraiment la louve qui hurle au sommet d'une montagne. Et je suis arrivé et là j'ai compris parce que j'ai vu les pompiers, le SAMU et la police. Donc pour moi, j'ai réalisé en marchant dans la rue que ma vie basculait. Voilà, et je me souviens être arrivé dans la maison et le médecin du SAMU ne voulait pas que je monte voir Camille dans sa chambre. Et je pense que j'ai été très, très direct ou directif. Il m'a dit « Ok, vous pouvez monter ». Voilà, donc je suis monté et j'ai vu Camille allongée, j'ai vu ce qui s'était passé et en fait, il y avait quelque chose de très calme. C'était très, très particulier. J'étais un peu dédoublé, c'est-à-dire qu'il y avait j'étais là et en même temps, je prenais conscience qu'il y avait tout basculé. Ouais, c'est vraiment le terme, tout basculé.
Le deuil après suicide, c'est clairement un deuil à part. On ne peut pas le comparer aux autres deuils. Il y a un vécu d'extrême insécurité. Je croyais que mon monde était sécure, posé, acquis. Et ce qui vient de se passer, ça balaye ça en quelques secondes. Et il y a une insécurité fondamentale qui est une des caractéristiques aussi de ce deuil. Une insécurité où on se dit « tout peut arriver du jour au lendemain ». Chaque suicide a son histoire particulière. Dans notre cas, c'était chronique d'un suicide annoncé, puisque Yoël avait annoncé son geste 1 an avant. Il a profité d'un repas qui nous réunissait, lui, sa maman, ses frères et mon fils, et il nous a dit, voilà, je tiens, comme ça, hein, très clairement, je tiens à vous dire que j'ai pris la décision. Il en parlait déjà avant, c'est-à-dire que pendant, je dirais, les 2 années qui ont précédé, on avait souvent des discussions familiales sur le thème « la vie ne vaut rien, la vie n'est que souffrance, et le seul remède absolu pour prévenir la souffrance, c'est la mort ». C'est imparable comme raisonnement, et il est rentré de plus en plus dans ce discours-là, et un jour il nous a dit « voilà, je vous informe que j'ai pris la décision, je vais me suicider. Alors, je ne sais pas quand, je n'ai pas encore planifié mon geste, mais je veux que vous commenciez à vous préparer parce que ça va être difficile. Je sais que ça va être douloureux pour vous, et donc je vous préviens. » Voilà, et ça a commencé comme ça. Et ça, c'était 1 an, presque jour pour jour, avant qu'il mette cette menace à exécution. Dès son plus jeune âge, Yoël était un enfant curieux de tout et très attentif aux autres. D'une grande sensibilité, il préférait quitter sa chambre plutôt que de tuer le moustique qui l'empêchait de dormir. Il avait 22 ans et il était en 2e année d'école d'ingénieur quand il a mis fin à ses jours. C'était il y a 18 mois. On l'a découvert allongé sur le lit, dans la position de quelqu'un qui dormait, avec un visage très paisible. Il était dans une position, on aurait dit qu'il dormait vraiment paisiblement, avec 3 verres à côté de son lit. Donc moi, la première chose, j'ai ouvert le drap qu'il avait sur lui, j'ai commencé à le masser, à lui dire « Yoël, réveille-toi, Yoël, réveille-toi ». J'ai compris qu'il a pris quelque chose, un médicament ou quelque chose. Mon mari, avec son réflexe de médecin, tout de suite, il a touché pour voir si c'était possible de le sauver. Mais il était très, très blanc, comme la craie un peu, très, très blanc, donc c'était un peu choquant. Voilà, on l'a découvert comme ça. Je dirais que la première chose, le premier sentiment que j'ai ressenti, c'est d'une part le ciel qui nous tombe sur la tête, la catastrophe qui est arrivée, et puis cette catastrophe qu'on ne craint plus puisqu'elle est déjà arrivée. Pendant 1 an, c'était une angoisse permanente. On ne pouvait pas rester avec lui 24 heures sur 24, c'était pas humainement possible, puisque ce qu'il a fait, il aurait pu le faire n'importe quand. La nuit, dans sa chambre, on n'était pas là pour le surveiller en permanence. Donc c'était une année d'angoisse, et le fait que les choses arrivent, c'était irréel, incroyable, même si c'était quelque chose d'annoncé, et c'était la fin de l'angoisse. C'était une autre douleur qui commençait, ça c'est certain. Les Belges, ils mangent ça. Non mais pas ceux-là là. Et c'est un petit cube, hein? Oui, mais je fais des petits cubes. Un triangle, si tu veux. Se retrouver entre endeuillés, c'est l'occasion de souffler un peu, mais aussi d'apprendre de ceux qui sont plus avancés sur le chemin du deuil. Il y a des moments où on a l'impression qu'on est bien, que ça y est, on a bien avancé, puis il y a d'autres moments, en espace de 1 heure, ou je sais pas, où hop, j'ai l'impression d'être revenue comme il y a 2 ans. Oui. Hein,
Ça déstabilise des fois quand même. C'est un bout de chemin. Oui, quand même. Au-delà du choc de départ, le suicide nous projette dans un monde presque parallèle, où plus rien ne fait sens. Jamais j'aurais imaginé qu'il me serait arrivé un truc pareil, quoi. Des fois, je me dis... C'est irréel. Oui, c'est tout à fait ça. La perte d'un enfant, c'est une chose, mais perdre dans ces circonstances-là, c'est elle qui a choisi de faire ça et qui s'est donné la mort. Pour moi, c'est un tsunami, c'est quelque chose qui chamboule tout, qui fait perdre tous les repères. Ça déstabilise tellement, on est totalement perdu, on sait plus rien, oui, c'est un vrai tremblement de terre, un tsunami, c'est tout en même temps. Aînée d'une famille de 3 enfants, Lucie était une jeune fille sensible, qui aimait la vie. Brillante à l'école, elle avait eu 20 sur 20 à son oral de français. Elle pratiquait l'équitation et adorait dessiner. Il y a 2 ans, elle s'est défenestrée, 7 jours après ses 20 ans. Je me souviens très très bien que je n'arrivais pas à marcher, que tout mon corps était endolori, je sentais plus mon corps. J'ai eu après, dans les jours qu'on suivit, des éruptions de boutons. Enfin, j'étais vraiment très très mal physiquement. Totalement à la merci de tout ce qui se passait. Un bruit dans la rue, je faisais un sursaut. Je supportais plus les sirènes des ambulances, des pompiers. La cloche de l'église qui sonnait, c'est pareil. Tout m'angoissait, en fait, tout me stressait. Voilà. Donc j'avais un de mes fils qui me disait « Maman, j'ai mal au ventre ». Ça y est, pour moi, c'était un drame. J'arrivais plus rien à gérer. En fait, j'étais totalement à fleur de peau. C'est ça. La première semaine, c'est une semaine d'activité. C'est une semaine très intense parce que finalement, tout le monde appelle. Il y a tout un côté administratif à faire. Il faut appeler pour organiser les obsèques, pour prévenir tout le monde. Enfin, on est dans une espèce d'agitation. La maison est sans arrêt remplie. Il y a du monde qui passe. Donc on n'est pas seul cette semaine-là. Quand tout le monde est parti, on se retrouve avec le nouveau statut familial. On se retrouve seul physiquement. On n'est pas seul parce qu'il y a toujours des gens qui pensent à nous, mais il n'y a plus cette agitation des premiers jours. Et là, on se dit que ça ne va pas être possible. Et que le vide, il est trop grand. Et qu'on y arrive... Enfin, je parle pour moi, mais que j'y arriverai pas. Il y a 17 ans, Anne-Cécile a perdu l'un de ses 2 frères, Pierre-François. Pierre-François était un enfant curieux, mais à l'adolescence, il était devenu effacé, comme étranger au monde qui l'entourait. À l'âge de 18 ans, il s'est jeté sous un train. Et je suis retournée à la fac et j'ai moi-même fait une tentative 1 mois après. C'était trop dur. Alors, je voyais bien la peine que mes parents avaient, que moi j'avais, mais à ce moment-là, c'est tellement... Toutes tes cellules sont en souffrance, enfin, tout ton corps entier est en souffrance, tout ton mental est en souffrance et tu vois rien d'autre. Alors... Je pense que c'était pour dormir très longtemps. Mais je crois que c'était ça. Je voulais juste dormir, qu'on me foute la paix. Et je voulais plus penser à ça. Et je voulais me réveiller, me dire que mon frère était là et que c'était un mauvais moment que j'avais passé, que c'était vraiment un cauchemar qui se terminait en fait. J'ai passé une très grande période de sidération quand on a su quand on nous a appelés. Enfin, je sais pas, toutes mes émotions se sont arrêtées et ça a duré très longtemps. Je ne savais pas quoi c'était dû et puis je me suis dit, ma fille vient de mourir quand même, j'ai le droit d'aller voir un psy. Donc, je me suis donné permis de m'occuper de moi. Alors, j'ai été voir quelqu'un pendant 1 an et je ne disais rien. Hein. Je parlais de la pluie, du beau temps, de mon travail, mais j'arrivais pas.
J'étais pas prête, je pense. J'étais tellement dans mon truc de sidération là que j'étais pas capable de parler. C'était pas... Cassandre était fille unique. Elle aimait la dérision, non pas par sarcasme, mais pour faire rire. Elle avait une passion pour le dessin. D'un coup de crayon, elle savait raconter l'essentiel d'une personne ou d'une situation. À 32 ans, Cassandre s'est pendue. C'était il y a 9 ans. Je n'ai pas pleuré une seconde. Je consolais Paul. J'ai l'épaule. Je crois que c'est ça qui m'a un petit peu... Quand je disais le pauvre homme, il a perdu sa fille, il doit être malheureux, et je pensais pas à moi. Je me disais, il faut que je l'aide. Donc, parce que lui, il était beaucoup plus... il était perdu. Enfin, moi aussi, peut-être, j'en sais rien. Mais je me disais, je peux pas ne pas l'aider. Donc, ça m'a aidé, moi. Immédiatement après la mort de Cassandre, j'ai écrit, moi. J'ai écrit 200-300 pages. Hein. J'ai écrit à ma fille, toutes les nuits, pendant 2 ans. Ça m'émeut. Je lui ai écrit. Enfin, j'ai écrit à ma fille. Et en même temps, je voulais tout me dire, moi, à moi. Qu'est-ce que j'ai, moi, envie de penser, de réfléchir, je veux que tout soit dit, je veux tout me dire. Et d'ailleurs, j'ai relu, d'ailleurs, c'est peut-être pour ça que j'ai des larmes aux yeux, je l'ai relu, je l'ai jamais relu, mais je l'ai relu là, avant qu'on se voit. Je l'ai relu et je me dis, oh là là, il était mal le bonhomme avant, hein. Il était mal. En fait, je voulais passer par le même chemin de mort que Camille, c'est-à-dire que je voulais me pendre. C'est-à-dire que c'était inconcevable pour moi de ne pas connaître cette souffrance qui me paraissait tellement dingue, quoi, de me dire, mais comment on peut avoir l'idée de se pendre? Et je disais souvent, mais je mourrai comme ça. Je ne sais pas quand, mais en tout cas, je ne veux pas mourir autrement, quoi. Donc, mais c'est toute l'époque où on a besoin de tout se rattacher à son enfant continuellement. Donc ça veut dire que je mettais ses habits, j'écoutais sa musique, enfin j'avais 15 ans, quoi. Il fallait que j'ai 15 ans, quoi. Moi, j'ai eu l'impression, c'était pendant les premiers mois, d'avoir la double peine. Et je le dis au sens où j'avais ma douleur et il y avait Elisabeth qui pensait mourir à un moment donné. Donc moi, j'étais en « Ah, qu'est-ce qui se passe ?» J'étais paniqué à l'idée qu'elle puisse mourir aussi. Là, on n'a plus vraiment de vie de couple, on se parle presque plus. Les seuls moments où on se parle en vie de couple, c'est quand on va chez le psychiatre, qui, une fois par semaine, nous permet de nous parler. Et puis, donc, un jour, le psychiatre, je lui ai dit, je veux me pendre, quoi. Voilà. Et là, donc, il a fait de l'EMDR, il s'est levé d'un coup, quoi. Il m'a pas expliqué ce qu'il allait faire, et il m'a fait donc une séance d'hypnose. Et il m'a dit, OK, allez-y, pendez-vous. Donc, il était là derrière moi, le psychiatre, puis il faisait des claquements de doigts comme ça, il dit, allez-y, fermez les yeux, et puis pendez-vous. Et là, je commençais à bouger comme ça, et puis tout d'un coup, là, cette sensation de me pendre, quoi. Et suite à la séance, terminée, quoi. C'est-à-dire que le traumatisme de cette mort, cette violence, eh ben, c'est terminé, quoi. J'avais plus envie de me pendre. J'avais besoin d'imaginer ce qui s'était passé. D'imaginer, mais à quoi elle a pensé au dernier moment. Elle avait un casque, elle s'était mis un casque sur de la musique pour s'échapper, je suppose, au dernier moment, pour pas penser. Je sais pas. Mais donc
J'ai imaginé toutes les secondes quand elle est montée sur un tabouret. Elle avait pris une écharpe qu'on avait achetée avec elle au Sri Lanka. On l'avait emmenée là. Et c'était cette écharpe. C'était très bien fait. Elle pouvait pas se rater. Et il y avait que ça de différence entre le sol et ses pieds. Donc elle avait bien mesuré la petite branche à laquelle elle s'est pendue. Mais c'était un petit truc. Ça aurait pu craquer, quoi. Je sais pas. Mais quand on voit la branche, on se dit mais c'est pas possible. Et puis bon, j'ai imaginé ce qui s'est passé, comment elle a réagi. Enfin, et ça a été très. J'y pensais tout le temps. Et j'y pense encore. C'est toutes ces dernières minutes, quoi. J'essaie de les imaginer. Dans la quête du pourquoi, parfois, ça conduit à des choses très très extrêmes. On peut avoir tellement besoin de comprendre pourquoi que l'on va essayer de coller au maximum ce qu'il a vécu. Ce qui peut conduire, je me souviens d'une maman qui me disait s'être retrouvée avec dans la bouche le canon d'un revolver, le même revolver que son enfant avait utilisé pour se suicider, pour essayer de voir, se rapprocher au plus proche des sensations, lui dire mais à ce moment-là, il a pensé quoi? Qu'est-ce qu'on pense quand on est aussi proche? Et ça peut être parfois effrayant de se rendre compte qu'on est à deux doigts soi-même d'appuyer sur la gâchette. Mais là encore, c'est un besoin de qu'est-ce qu'il a pensé à ces derniers instants, quelle était l'intensité de sa souffrance à ce moment-là. Et c'est ça, le fait de repasser en boucle encore et encore ce qui a pu se passer dans la tête de la personne, c'est une souffrance sans cesse renouvelée. Et ce que j'essaie de dire à mes patients, c'est que cette souffrance-là, elle est survenue une seule fois dans l'esprit de la personne. Vous, quand vous y pensez 1000 fois, elle souffre 1000 fois. Et c'est insupportable. Revenez au fait que ça s'est passé une seule fois et que maintenant cette personne, elle est apaisée. Martin, c'était un peu ma vie, quoi. Après, c'était mon amoureux d'enfance, mais moi, j'avais 24 ans. Quand il est mort, tu penses au mariage, tu penses... on devait s'installer une semaine après dans une maison qu'on avait visitée. Tu penses aux enfants, évidemment, et tu penses à plein de choses. Lui, il avait fait des grandes études, il venait de trouver un boulot qu'il aimait, enfin, en tout cas, qui l'intéressait. Moi, je faisais aussi quelque chose que j'aimais, et moi, je vivais que par lui et que pour lui. On me retire ça, quoi. Et moi, je vis quoi? Je vis comment? Après, j'ai plus rien. Moi, j'avais plus rien, quoi. Martin était un excellent joueur de hockey. Mais ce qu'il préférait, c'était faire de la mécanique dans le garage de ses parents. Il jouait de la guitare, aimait la musique métal et le funk. Il avait brillamment réussi ses études aux arts et métiers. Au moment de sa mort, il y a 8 ans, il venait d'entrer dans la vie active. J'étais dans une incompréhension. Voilà, je pense que c'est ça aussi qui est très dur dans un deuil après suicide, c'est toute l'incompréhension et toutes les questions qu'on se met à se poser de pourquoi il a fait ça, de pourquoi il nous en a pas parlé, le côté de l'injustice, de cette colère. Moi, j'ai été très en colère, mais pas contre Martin, contre la vie. Il fallait trouver pourquoi, parce qu'il y avait forcément une raison, quoi. Et puis on trouve, hein. Alors là, ah bah oui, c'était ça. Et puis on remonte à la petite enfance. Et alors avec Eric, c'est vraiment ah bah oui, tu te souviens quand on lui a dit ça, et tu te souviens quand elle nous a dit ça. Et puis elle, ah oui, ce jour-là, elle a fait. Enfin voilà, donc on interprète tout. Et puis on va chercher dans tout ce qu'elle a vécu récemment, dans l'adolescence, voilà, des causes. C'est ces questions qui reviennent en boucle en fait. J'ai l'impression, enfin moi. Après, j'ai perdu ma grand-mère par maladie, j'ai perdu voilà, d'autres personnes dans des circonstances différentes. Et il n'y a pas tout ce questionnement lancinant qui revient sans arrêt. Et ça mine
moralement et physiquement. La quête de pourquoi, du comment, du pourquoi, est tellement obsédante que ça peut véritablement donner l'impression qu'on devient fou, qu'on perd la tête. Et c'est pour ça que c'est important de comprendre que c'est normal. C'est complètement normal. Cette période de grande confusion fait partie du processus de deuil. Et même si les semaines, les mois qui suivent, tu dis mais pourquoi ce jour-là pourquoi comme ça? Enfin voilà, toutes ces questions-là. Je saurais jamais ce qui est passé dans sa tête à ce moment-là. Au moment où il a mis sa clé sur le bureau de son ordinateur, au moment où il s'est enfermé dans le garage pour que sa mère vienne pas le chercher, parce que sa mère était dans la maison à ce moment-là, au moment où il a accroché la corde, tout ça, je saurais jamais. Cette recherche épuisante de si, de pourquoi, de comment, encore et encore et encore, fait qu'on arrive à un point où on se dit « j'explorais tout pendant des années et je me rends compte que je n'aurai jamais plus de réponse. Je n'aurai pas de réponse. » Et il y a quelque chose dans le vécu du deuil qui change à ce moment-là, où on se dit « ok, ça appartient, c'est dorénavant le mystère de cette personne-là. Elle est partie avec ce mystère-là, et moi j'accepte aujourd'hui, moi, de moi à moi, de renoncer à cette quête-là. » Nos retours à la vie ont pris des chemins divers. Mais il y a un point sur lequel nous finissons toujours par nous retrouver. La culpabilité, cette compagne de l'ombre que nous essayons de comprendre pour mieux l'apprivoiser. On parle de la culpabilité des parents, oui, celle du conjoint, je ne sais pas si elle est plus terrible, entre guillemets, dans le sens où... On vit avec. Hein? Oui. Dans le sens où on vit avec. Oui. L'échelle du malheur, j'y crois pas du tout. Tu vois, je pense que... Le deuil d'un conjoint, c'est une problématique qui est complètement différente. Oui, c'est pas du tout les mêmes questions, c'est pas les mêmes choses à gérer. Dans le deuil d'un conjoint, on peut imaginer qu'une reconstruction puisse aboutir à une situation où on arrive à mettre tout ça de côté, ce qu'on ne peut pas faire dans le deuil d'un enfant. La culpabilité est d'une fidélité rare. Elle envahit tout, elle tétanise les pensées et elle empêche de remonter à la surface les premiers mois, voire les premières années. Fabien, il avait appelé plusieurs heures auparavant et j'avais vu mon téléphone évidemment était sur silencieux. J'ai vu son appel que juste avant de refaire le chemin et j'ai même pas essayé de l'appeler. Je me suis dit de toute façon je rentre, il me dira ce qu'il a à me dire. Et quand je suis arrivée, j'appelais un peu tout le monde à la cantonade. Là, j'étais rentrée par là. Et voilà, coucou, je rentre, etc. Ça va. Et donc Buran était descendu. Je dis Fabien est où? Il me dit il doit être dans le jardin. Et il est venu avec moi. Et voilà, on l'a découvert tous les deux. Fabien était un enfant dont on avait l'habitude de dire « Fabien, ça va bien », tellement il était facile. Petit, il aimait passer de longs moments à observer sa mère et sa grand-mère en train de cuisiner. Adolescent, il était discret, mais maniait l'humour pince sans rire avec beaucoup de subtilité. Le jour de sa mort, il venait d'apprendre qu'il ne serait pas admis à l'école d'architecture qu'il souhaitait faire. Il avait 20 ans, et c'était il y a 9 ans. Si je l'avais appelé plus tôt, si j'avais regardé mon téléphone plus tôt, si j'étais rentrée plus tôt, enfin voilà, tout ça. Avec de moins en moins, enfin voilà, ça s'estompait, mais il n'y avait quand même pas une journée qui passait sans que ça revienne. Pendant les 2 premières années, je pense que je ne pensais qu'à ça. Toute ma capacité de cerveau disponible,
était sur ça. C'était obsessionnel, quoi, complètement.